Bonjour, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour ce webinaire de la série Empreinte verte, le deuxième de notre série de 5 causeries sur l'environnement durable euh, dans le secteur agroalimentaire. Je suis Pouba Ganeshan, chercheur principal au Centre alimentaire de la Saskatchewan. Je suis votre hôte pour cet événement d'aujourd'hui. Durant cette série, nous allons explorer des pratiques, des technologies et des stratégies innovantes qui minimisent l'impact sur l'environnement dans le secteur agroalimentaire. Durant le premier webinaire, nous avons parlé de l'état de la consommation durable de protéines végétales au Canada. Dans la deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Sylvain Charlebois comme conférencier principal, qui d'ailleurs tout au long de cette série de webinaires, il sera l'orateur principal. Le docteur Charlebois n'a pas besoin de présentation, mais il est connu à côté du Canada comme le food processor et il est professeur en distribution alimentaire et politique à la faculté de gestion de l'Université d'Alusy, directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire. Il est aussi animateur du très populaire balado The Food Professor. Il a à son actif plus de 750 articles évalués par des pairs. Son travail a été présenté dans de nombreux journaux et médias comme le New York Times, le National Post, Wall Street Journal et beaucoup d'autres. Nous avons le plaisir d'avoir son point de vue sur chaque sujet que nous aborderons tout au long de cette série d'empreintes vertes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques annonces. Nous remercions Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien à la série Empreintes vertes. Tout au long des webinaires, des enregistrements seront faits et affichés sur la page du Centre alimentaire de la Saskatchewan, en anglais comme en français. Aussi, pour vos questions, veuillez taper les questions dans la boîte à questions et réponses, s'il vous plaît. Sans plus tarder donc, Sylvain, c'est à vous la parole pour nous dire de plus sur comment lutter contre le gaspillage alimentaire au Canada, recyclage avec valeur ajoutée et beaucoup d'autres comme récupération aussi. Sylvain, c'est à Merci, vous. merci Pouba. Bon, bienvenue à ce webinaire. C'est un plaisir de vous parler de gaspillage alimentaire, pas parce que on souhaite de voir plus de gaspillage alimentaire, c'est que en fait, on reconnaît que c'est un problème de plus en plus, là. Collectivement, on voit là, vraiment que le gaspillage alimentaire est un problème. Il y a 15-20 ans, on percevait le gaspillage alimentaire comme étant quelque chose, bon, c'est une externalité, c'est quelque chose qu'on qu'on doit accepter. Mais depuis 10 ans, le ton a changé beaucoup, hein. On a une conscience envers le gaspillage alimentaire. On s'aperçoit que tout d'un coup, si on commence à s'occuper du gaspillage alimentaire, il y a toutes sortes d'avantages. Par exemple, évidemment, on diminue l'empreinte carbone de la filière, on diminue les coûts aussi. Donc, le volet économique, le volet environnemental est très important quand on parle de gaspillage alimentaire. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, il y a une certaine acceptation de l'industrie de gérer le gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit qu'il y a des initiatives de sauvetage alimentaire aussi. C'est une industrie qui se développe de plus en plus. Finalement, on va aussi parler de upcycling pour cet après-midi. Mais pour le webinaire d'aujourd'hui, je veux évidemment vous présenter certaines statistiques. Je vais arriver à la, par exemple, attendez un instant. Ça, c'est moi. Donc, vous avez mon courriel et mon compte X qui était Twitter. Donc, vous pouvez me rejoindre comme ça. Ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, pour cet après-midi ou ce matin, peu importe ce que vous êtes, on va parler de gaspillage alimentaire. On va vous présenter quelques statistiques. Évidemment, si vous écoutez ce séminaire-là, c'est que vous êtes déjà, j'imagine que vous êtes déjà conscientisé au gaspillage alimentaire. C'est un problème qui est majeur. Je vais aussi parler de shelflation. Shelflation, c'est comme en français, on appelle ça la duraflation. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un nouveau concept
qui nous pousse à mesurer l'efficacité des chaînes et aussi cette efficacité-là, bien sûr, ça rime avec gaspillage. Si on a affaire avec une chaîne qui est moins efficace, évidemment, il va y avoir plus de gaspillage. Aussi, on va parler de solutions de recyclage à valeur ajoutée, perception de la qualité des aliments par les consommateurs, pratique durable aussi. Mais en même temps, je vais parler de d'autres initiatives. Vous savez, souvent, parfois, on va vouloir innover, faire des changements, que ce soit pour mieux gérer les coûts, pour l'environnement, mais souvent, ces initiatives-là amènent à gaspiller davantage. Et aussi, finalement, je vais faire quelques commentaires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour réduire le gaspillage le plus possible? Alors, euh, je pense que vous n'êtes pas surpris. J'imagine que vous savez déjà que le gaspillage est un gros problème. Si on élimine tout gaspillage, on peut nourrir 2 milliards de personnes de plus sur Terre. C'est comme énorme, là. Et dépendamment des régions qu'on regarde, évidemment, on peut voir que dans certains pays, en raison de la logistique, du développement technologique, évidemment, le gaspillage peut être beaucoup plus important en amont de la chaîne. Dans le contexte nord-américain, le plus gros problème, évidemment, c'est le consommateur. Le consommateur est vraiment le grand responsable du gaspillage. Et les deux raisons pour ça, évidemment, c'est que d'abord, il y a les dates de péremption, les dates meilleures avant, et aussi, il y a le fait que on gère mal aussi nos inventaires à la maison. Je vais y revenir, mais en fait, ce sont les deux raisons pourquoi on gaspille énormément. On va voyager et on ne l'avait pas planifié, ces choses-là. Donc, ça, c'est des aspects qui sont quand même assez importants dans le terme, de ce qui a trait au gaspillage. Donc, 30 du gaspillage alimentaire, 1,3 milliard de tonnes de nourriture comestible, c'est beaucoup mondialement. Le gaspillage alimentaire est responsable de 8 des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme, c'est un gros problème et en fait, on parle de méthane et le méthane quand même peut vraiment être dommageable. Pour ce qui est du Canada, c'est 50 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées par année. 50 du gaspillage est produit au niveau des ménages, le consommateur, comme je le disais plus tôt. Et l'insécurité, évidemment, est important. Donc, d'une part, on gaspille, de l'autre côté, il y a des gens qui ont de la difficulté, surtout ces temps-ci. Il y a beaucoup plus d'achalandage au sein de banques alimentaires. Moi, je suis sur le conseil d'administration de Second Harvest et bien sûr, à Second Harvest, le problème, c'est que, bien sûr, il y a plus de besoins, là. Il y a plus de besoins. Mais en même temps, il y a un phénomène avec le gaspillage et l'inflation, c'est qu'avec l'inflation, les entreprises font plus attention. Donc, on gaspille un petit peu moins. En tentant le terrain, c'est là, on s'est aperçu que justement, il y a moins de gaspillage au sein du système. Et à la maison, bien sûr, les consommateurs font plus attention. S'ils doivent payer plus pour leur nourriture, forcément, ils doivent nécessairement faire plus attention avec la nourriture qu'ils ont. Évidemment, avec la population mondiale qui augmente, on doit penser autrement en ce qui a trait aux ressources alimentaires du pays. Répartition du gaspillage, 58 de toute la nourriture produite est perdue ou gaspillée. C'est comme énorme. Quand on y pense, c'est incroyable. Puis comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça? Et bien sûr, on pense toujours à la chaîne humaine, mais il y a quand même des options pour ce qui est de la chaîne pour les produits d'animaux de compagnie. Pour la nourriture, la farine, par exemple, pour les animaux de ferme. Donc, il y a toutes sortes d'options qui nous est offert pour justement réduire le gaspillage. Mais quand même, les chiffres sont absolument énormes. Et là, on voit que la tarte nous dit vraiment d'où provient le gaspillage alimentaire. 32 de celle-ci pourrait être sauvée et réutilisée pour
soutenir, entre autres, les banques alimentaires. Donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gaspillage, mais il y a beaucoup de gaspillage qui peut être évité. Donc, on parle d'efficacité et comme je le disais plus tôt, tout d'un coup, vraiment, depuis 10 ans, là, vraiment, on s'attarde au gaspillage. On veut voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour réduire le gaspillage alimentaire. Parlons de shelflation, donc la duraflation. La duraflation, dans le fond, c'est quoi? Ce sont des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement qui augmentent la durée de vie de produits alimentaires, finalement. Ça peut être un bris mécanique sur un camion, ça peut être aussi, en fait, l'eau qui a été oubliée sur un quai à quelque part sous le soleil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on voit qu'il y a des produits au détail où le produit est plus bon même. Il y a plus de pourriture, de moisissure sur certains produits dans la section de fruits et légumes. Moi, ça m'est arrivé souvent d'acheter un lait et le lait est plus bon même avant la date de péremption. Ça, c'est la duraflation. Et la duraflation amène au gaspillage davantage. Donc, et ça, on se pose la question, est-ce qu'on peut éviter la duraflation? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la duraflation? Et de plus en plus, on s'attarde à voir comment on peut mesurer l'efficacité de la chaîne pour réduire les coûts, mais aussi réduire le gaspillage. Et si on n'est pas capable de réduire le gaspillage, est-ce qu'on peut, en fait, euh, rediriger la nourriture à faire d'autres choses? Et là, on va parler de upcycling un petit peu plus tard. Donc, la duraflation, quand on regarde l'ensemble de la chaîne, c'est un peu ça. Tout le monde, en fait, est affecté par la duraflation, malheureusement. Et c'est là où, à mon avis, on va devoir vraiment mieux s'intéresser. Donc, si on est une entreprise agroalimentaire, quels sont nos choix? Il n'y a pas grand monde qui aime ça. Auparavant, c'est qu'on fait du compost, on faisait ce qu'on voulait. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est très différent. Donc, on valorise, il y a une comptabilité qui s'effectue avec le gaspillage alimentaire, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, cette conscience-là vraiment force la filière à faire autre chose. Euh, les solutions de recyclage à valeur ajoutée, le upcycling, malheureusement, je n'ai pas trouvé un terme, un nom, là, le nom upcycling. J'ai malheureusement pas trouvé le mot français de upcycling. Et le upcycling, c'est quand même un nouveau mouvement dans la nourriture, en alimentation, mais ce n'est pas vraiment nécessairement un nouveau mouvement. C'est qu'on l'applique à l'alimentation depuis très récemment. Et il y a un groupe qui s'appelle Upcycle Canada qui certifie des produits qui sont en fait, qui prennent des ingrédients au sein de la chaîne pour faire un nouveau produit. Donc, on pivote finalement avec des ingrédients qui auraient pu être gaspillés et on fait des nouveaux produits. Et je vous présente aujourd'hui deux produits qui me fascinent. C'est des produits qui ont été lancés récemment au Canada, dont les ingrédients, en fait, sont réutilisés. On les a pris au sein de la chaîne pour faire d'autres choses. Le premier produit, c'est Outcast. Le produit Outcast, dans le fond, ce sont des légumes. En fait, on va simplement assécher des légumes, des fruits qui n'auraient pas été utilisés et justement, on crée un genre de marque de produits consommables pour le consommateur. Donc, un consommateur qui achète un produit Outcast achète un produit qui aura probablement été gaspillé autrement. Euh, Très intéressant comme concept. L'emballage est très simple aussi. C'est une poche. On en voit beaucoup de poches. On peut consommer ça assez rapidement. Très, très bonne idée. C'est des fruits, c'est des légumes, des fruits et légumes qui sont asséchés, consommables comme ça. Donc, très bonne idée. L'autre nouveau produit que j'ai trouvé intéressant, c'est le produit Rebond. Et le produit Rebond, ce sont des céréales maltées revalorisées finalement. Encore une fois, dans le grain, on avait des surplus.
Ça aurait pu être des grains qui auraient été gaspillés autrement, mais on réutilise ces grains-là et justement, on décide de développer un nouveau produit rebond. Donc, il y a une marque de commerce, il y a de l'emballage, on rend le produit très sexy, mais c'est vraiment un produit qui est fait à base de produits qui auraient pu être gaspillés. Donc, encore là, et ça, ce sont des produits qui sont commercialisés depuis récemment. Je ne sais pas si ces produits-là ont du succès. En fait, puis je ne sais pas non plus où est-ce qu'ils sont vendus exactement. Mais moi, je pense que dans les prochaines années, il risque d'avoir beaucoup plus il va y avoir un plus grand momentum par rapport à ces produits-là, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un marché pour ça, il y a une conscientisation pour ça, les entreprises recherchent un nouveau chemin. Avant, le gaspillage, là, c'est parce qu'il n'y a pas de marché. Là, il y a un marché qui évolue, un marché qui émerge pour, en fait, réutiliser certains ingrédients et faire autre chose avec. Donc, très intéressant comme concept. Donc, euh, la perception de la qualité des aliments par les consommateurs, à mon avis, le consommateur, c'est le nerf de la guerre pour le gaspillage alimentaire. Si le consommateur n'est pas conscientisé, s'il ne comprend pas, à ce moment-là, c'est plus difficile. Et ce qu'on voit depuis quelques temps, ce sont des applications, je vais en parler un petit peu plus tard, mais de plus en plus, en fait, les gens ont accès à des technologies pour qu'ils deviennent des sauveteurs de produits alimentaires, ce qui est très, très intéressant. Donc, en commercialisant ces technologies-là, évidemment, on leur fait penser que le gaspillage est un problème. Euh, mais aussi, il y a les dates meilleures avant. Les dates meilleures avant, ça, c'est un autre gros problème. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un des facteurs qui pousse les gens à gaspiller. Notre culture de salubrité alimentaire au Canada est assez forte. C'est pour ça que souvent, on veut vraiment, euh, on veut faire attention, on ne veut pas trop consommer, mais meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. Et ce qui manque, dans le fond, je ne pense pas que demain matin, ces dates-là vont disparaître. D'ailleurs, on a fait un sondage récemment. On a demandé aux Canadiens s'ils étaient intéressés de voir ces dates-là disparaître. Et on s'est aperçu que seulement que 27 des Canadiens seraient prêts à voir la disparition des dates meilleures avant. Alors, on est un peu pris avec, mais en même temps, on peut informer les gens. Et d'ici 6 mois, à mon avis, il devrait y avoir une campagne une campagne, je ne vous en dis pas plus, une campagne qui va justement sensibiliser les gens par rapport aux dates meilleures avant. Donc, on va inciter les gens à vraiment comprendre exactement ce que ces dates veulent dire vraiment. Et ça, c'est ce qui manque. Et moi, je le souhaite, là, ça fait des années, je pense que c'est dû. Mais de plus en plus, et je pense qu'on arrive à un point où ce que les gens sont prêts, ils veulent avoir de l'information, mais de plus en plus, on va voir vraiment de l'information au point de service, au point d'achat, dans les magasins, informant les gens exactement ce qui se passe avec ces dates-là. Euh, L'emballage plastique alimentaire, prévention de la pollution, effet sur la salubrité, c'est certain que, évidemment, l'emballage plastique, c'est un problème. Euh, mais si on comprend le plastique, le rôle du plastique, surtout pour ce qui est des fruits et légumes, le rôle du plastique, c'est vraiment pour diminuer le gaspillage. Mais là, actuellement, le gouvernement canadien a une initiative, l'initiative P2, pour diminuer la pollution, où, en fait, on incite les détaillants à développer un plan de prévention pour la réduction de l'utilisation du plastique. Je pense que tout le monde s'accorde, là. Tout le monde ne veut pas voir autant de plastique dans les magasins. Par contre, une politique qui réduit le plastique pourrait justement générer plus de gaspillage. D'ailleurs, il y a une étude qui a été effectuée il y a quelques années par mon bon ami qui s'appelle Martin Gooch. Martin Gooch avait évalué une économie de fruits et légumes sans plastique, surtout pour ce qui est des importations.
à 7 milliards. Et on s'est aperçu vraiment que on a vraiment un problème si on élimine le plastique. On pourrait perdre plus de 2,5 milliards de dollars de produits si on élimine le plastique parce que les produits ne seront plus vendables, ils se conservent moins longtemps, ils deviennent plus dangereux en raison de problèmes de salubrité alimentaire. Alors, il y a quelques produits qui sont plus vulnérables que d'autres, comme les cocombes, les carottes, les fèves. Il y en a d'autres. Il y a une liste là, de produits, tout dépendant. Et là, on voit vraiment que euh, la volonté d'éliminer quelque chose amène d'autres problèmes. Et ce problème-là, c'est plus de gaspillage. Donc, il va falloir qu'on crée un équilibre. Cela étant dit, un mouvement comme ça peut aussi créer des opportunités. On peut justement voir, OK, on élimine le plastique, quoi d'autre qu'on peut faire pour justement éliminer le gaspillage, mais aussi en même temps éliminer l'utilisation du plastique. Euh, Ce qu'on voit actuellement, c'est en fait des dogmes qui poussent les gouvernements à agir, mais il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que j'ai confiance que le gouvernement va prendre de bonnes décisions, va vouloir faire les bonnes choses, mais ce n'est pas évident non plus. Donc, voilà. Euh, L'autre chose qu'on peut discuter, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de chat GTP ces temps-ci, de chatbox, tu sais, comment que l'humanité va gérer l'intelligence artificielle. Je peux vous dire que moi, je pense que l'intelligence artificielle pourrait justement jouer un rôle assez intéressant pour ce qui est de la réduction du gaspillage alimentaire. Pourquoi qu'il y a du gaspillage? On planifie mal, il y a toutes sortes d'impondérables qui affectent la production, la transformation, le transport, le détail, tout ça. Comment on fait justement pour faire en sorte que vraiment là, les, les variables sont mieux contrôlées, qu'on planifie mieux, qu'on connaît en fait l'avenir avant que l'avenir arrive, là? Ben, c'est l'intelligence artificielle. Fait que moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on va vouloir gérer l'efficacité des chaînes par le biais d'intelligence artificielle pour mieux considérer les impondérables pour des raisons de salubrité et pour des raisons de gaspillage alimentaire. Donc, salubrité et gaspillage alimentaire vont ensemble. Parce que quand on dit aux gens, on veut gaspiller moins, souvent les gens disent, oh mon Dieu, il y a des risques, on pourrait justement empoisonner du monde. C'est pas tout à fait ça. Donc, il faut faire attention, en gros. L'autre concept que j'ai trouvé intéressant, puis je voulais en parler aujourd'hui, c'est l'étiquette Eco-Score. Ça, c'est un concept qui a été développé en Europe. Moi, j'ai l'impression que ça s'en vient ici au Canada. Puis le concept Eco-Score, puis on en a parlé cet été au Canada, d'offrir une étiquette sur les emballages qui démontre l'empreinte environnementale de produits alimentaires. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un mouvement vers ça éventuellement parce que les gens sont intéressés à l'environnement. Ils veulent comprendre l'empreinte environnementale de leur choix alimentaire. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller chercher un éco-score. Et dans l'éco-score, intégré dans l'éco-score, il y a le gaspillage alimentaire, bien sûr. Est-ce que justement le produit qu'on vous offre a généré plus ou moins de gaspillage alimentaire? Euh, Maintenant, la formule que moi j'ai regardée en Europe, l'éco-score que vous voyez à l'écran, on n'intègre pas le gaspillage alimentaire. Mais moi, j'ai l'impression que dans une année approchée, mettons d'ici 10 à 15 ans, on pourrait justement commencer à voir ce genre d'éco-score-là, parce que la traçabilité alimentaire à temps réel va être existante. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est un concept très intéressant et un éco-score pourrait justement amener le consommateur à mieux comprendre ses choix et diminuer le gaspillage alimentaire. L'autre aspect de pratique durable, ce sont les applications. Donc, on parle justement de comment, en fait, comment que le sauvetage alimentaire s'est institutionnalisé par le biais
Moisson Montréal, Second Harvest à Toronto, les banques alimentaires. Donc, ce réseau-là existe depuis longtemps et on sauve de la nourriture beaucoup. Mais là, maintenant, tout d'un coup, on tente justement d'octroyer plus de pouvoir aux consommateurs en leur offrant des applications sur téléphone. Too Good To Go, Flash Food, Food Hero, il y en a, je pense, une douzaine au Canada actuellement, mais ça, ce sont les trois les plus connus. Eux, ces trois-là ont des ententes avec différentes bannières et on utilise de plus en plus de ces applications-là. On les trouve de plus en plus intéressants, simplement parce qu'on voit qu'il y a une valeur. Justement, on est en mesure de trouver exactement que des bons rabais. L'inflation pousse les gens à utiliser ces applications-là. Dans le cas de Too Good To Go, ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé en Europe et à l'instar de la France qui avait décidé d'interdire le gaspillage alimentaire au détail alimentaire, ce qui est très intéressant. Donc, autrement dit, on, la politique ou une politique a incité vraiment à l'innovation. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait arriver avec le plastique ou autre, là. On pourrait justement voir émerger de nouvelles technologies. Et ces technologies sont de plus en plus efficaces. Le Feed It Forward à Toronto, c'est un magasin où on sauve la nourriture le plus possible et justement, on tente de réduire le gaspillage le plus possible. Donc, de plus en plus, on interpelle le consommateur à gaspiller moins. Et c'est ce qui est, à mon avis, nécessaire. Les pratiques durables, bien sûr, en amont de la chaîne. Donc, on a au détail, on voit qu'il y a des changements beaucoup au détail. Mais en amont de la chaîne, en fait, on voit qu'il y a eu la fameuse campagne des produits laits. Euh, Moi, je pense que c'était en avance de son temps. Et les rabais n'étaient pas si bons que ça non plus. Donc, le consommateur a été interpellé, mais les résultats ont été quand même un peu bizarre. Et malheureusement, en fait, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une émergence, là. Il va y avoir un besoin d'aller chercher. Euh, une technologie à mon avis, qu'on pourrait voir éventuellement pour diminuer le gaspillage alimentaire au détail, c'est justement l'approche des prix dynamiques. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Donc, on offre des produits laits à rabais en amont, au détail, à rabais. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on pourrait justement normaliser Dame Nature. Écoutez, je ne sais pas si vous avez travaillé dans le domaine agroalimentaire, mais Dame Nature n'est pas parfaite, là. Ce ne sont pas toutes les carottes qui sont identiques, qui sont parfaites. Alors, c'est pour ça que, bien sûr, c'est important de reconnaître que, bon, il y a effectivement des produits qui ne sont pas parfaits. Comment on fait pour les vendre? Moi, je pense qu'éventuellement, ce qu'on voit en Europe et en Asie et dans d'autres pays, c'est que à 9 heures, si vous voulez avoir du choix, vous avez du choix. À 5 heures, vous allez avoir beaucoup moins de choix. Par contre, la demande pour certains produits va être moindre parce que les produits sont moins beaux. OK, on s'entend. Mais on vous offre un produit moins cher. Donc, si la demande baisse, le produit baisse, le prix baisse. Si la demande monte, le prix monte. Et à ce moment-là, si on est en mesure de créer un équilibre entre l'offre et la demande tout le temps, bon, on sera en mesure de gaspiller moins. Surtout dans les fruits et légumes où il y a énormément de gaspillage, malheureusement. On gaspille énormément dans ces domaines-là. Donc, moi, je pense que c'est là qu'on s'en va et il y a une façon de le faire, c'est en utilisant l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle pour mieux agencer l'offre et la demande. Une chose que souvent les gens ne savent pas, c'est que le consommateur est vraiment une bête qui est difficile à comprendre. Le comportement que nous, on a en magasin peut inciter les bannières à gaspiller davantage parce que des fois, tout d'un coup, s'il ne fait pas beau ou s'il fait beau,
on va acheter différentes choses. Ou par exemple, je ne sais pas, moi, on apprend qu'il y a une recette, il y a une célébrité qui mentionne que tel produit, c'est super bon. Il y a beaucoup de monde qui vont acheter et ils vont acheter que ça, mais pas d'autre chose. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour les bannières, mais avec l'intelligence artificielle, à mon avis, on pourrait justement arriver à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande à long terme. Bien sûr, moi j'ai un podcast d'ailleurs. En fait, on travaille sur notre quatrième saison. La première épisode de notre quatrième saison va être la semaine prochaine. Et je dois vous dire que notre invité spécial, c'est quelqu'un qui surveille beaucoup le gaspillage alimentaire, qui a beaucoup cuisiné avec du rapiessage des restants. Et c'est nul autre que Ricardo, puisque c'est un séminaire en français. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Ricardo. Donc, Ricardo Larrivé va être notre premier invité pour la première de notre saison 4 du podcast The Food Professor. Donc, vous retrouvez le podcast sur Spotify, sur Google, sur Apple, sur Simplecast, toutes les plateformes que vous désirez. Donc, on a hâte de commencer notre quatrième saison en général. Et là-dessus, je n'ai pas d'autre chose pour l'instant. Donc, je vais peut-être renvoyer la balle à Poupa pour des questions. S'il y a des questions, ça me fait plaisir de répondre aux questions ou écouter vos commentaires au sujet du gaspillage alimentaire. Merci bien. Poupa? Oui, merci Sylvain. C'était très intéressant. Euh, Parce que de l'audience, je ne vois aucune question. Moi, j'en ai des questions, plutôt des commentaires ou Bon, vous des avez toujours de réflexions. très bonnes questions. Bien, j'essaierai de voir. Ah Euh, ouais. d'accord. Vous avez parlé de campagne de sensibilisation auprès des consommateurs. Et vous avez aussi parlé des réglementations qui viendront, qui sont en préparation, peut-être, on ne sait pas. Mais au niveau de l'éducation, pensez-vous que qu'on a fait suffisamment, qu'on fait suffisamment? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? En fait, je pense qu'on commence à en voir un peu. Moi, j'ai l'impression que il faut interpeller les consommateurs par le biais de choses qui les affectent à chaque jour. Une des choses, c'est les dates meilleures avant. Tout le monde connaît c'est quoi les dates meilleures avant. Mhm, Lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas seulement de la nourriture, on achète du temps. On va acheter certains produits, mais on va regarder surtout les dates pour une raison ou une autre. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui pousse beaucoup de monde à gaspiller énormément. Alors, une campagne, justement, pour sensibiliser les gens est vraiment, ça serait vraiment à propos, opportun. mhm. Et encore là, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais j'ai l'impression que d'ici février, il va y avoir une belle campagne partout en magasin à travers le pays qui, justement, vont informer les gens de par qu'est-ce qu'une date de péremption, qu'est-ce qu'une date meilleure avant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et les gens vont pouvoir faire leur choix en conséquence. Parce que, vous savez, Poupa, la culture de salubrité au Canada, c'est quand même assez. Elle est forte, là. Donc, Ah ouais, les ouais, gens d'accord. ouais, les gens se fient beaucoup sur ces dates-là pour prendre des décisions. Mhm. Oui, mais en même temps, c'est un peu intriguant pour moi, c'est que on a des annonces publicitaires qui incitent les consommateurs et les ménages à acheter en gros parce que vous économisez plus. Mais en même temps, ce qu'on ne souligne pas, c'est que ça va à l'entrain de gaspillage parce que, par exemple, pour les produits frais, les fruits et les légumes, on comprend. Mais même pour, disons, les pâtisseries et les boulangeries, c'est la même chose. À Ouais. combien de temps est-ce qu'on peut garder quelque chose au frigo ou même à la température ambiante et ça va périmer. Et donc, on, on a tendance à penser à économiser en achetant gros, mais
à long terme, on est en train de gaspiller. Et ça, c'est quelque chose. Je ne dis pas qu'on doit cesser de faire des annonces publicitaires, mais il faut être comment dire, précis sur ce qu'on peut acheter en gros. Est-ce que vous avez des réflexions, des opinions là-dessus? Oui, absolument. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout ces temps-ci avec l'inflation, puis les gens qui font attention, achètent autrement. Le gros est pas aussi. Les gens sont pas prêts à dépenser trop. Ils font attention. Euh, Ils font plus attention qu'avant. Euh, mais l'autre chose, c'est la réduflation. Il y a beaucoup de gens, hein, vous savez, qui sont vraiment frustrés par le fait que les entreprises diminuent les quantités, mais maintiennent les mêmes prix. Moi, je le vois autrement. Puisqu'on achète beaucoup, puis vous le soulevez, là, vous le dites, là, on achète beaucoup de nourriture. Euh, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. Si on considère les effets du gaspillage alimentaire, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait une réduflation finalement. On ne l'a pas mesuré encore, nous autres, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui est suffisant? Est-ce qu'on achète trop de nourriture? Est-ce qu'on planifie mal? Puis je pense que ça, ce sont des gros problèmes. Là, Mhm, évidemment, avec l'inflation, et puis on le voit là, avec l'achalandage dans les restaurants, les gens sortent de moins en moins, ils font plus attention. Mais une fois qu'on va commencer à sortir plus, une fois que, admettons qu'au printemps de l'année prochaine, les gens veulent sortir plus, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va manquer, est-ce qu'on va changer des habitudes? Et lorsqu'il y a un changement d'habitude, c'est là qu'on voit plus de gaspillage. Regardez présentement, les ouais, employeurs poussent les employés à travailler au bureau. mhm, Ça fait ouais, quoi, 2, 3 ans qu'il y en a plusieurs que ça fait 2, 3 ans qu'ils travaillent à la maison. Mais quand on travaille à la maison, on est plus conscient de notre inventaire, on planifie plus. Si on retourne au travail, mais il faut se réhabituer. Ce processus-là pourrait nous amener à gaspiller plus. ouais, Donc, ouais, c'est ce genre de choses-là qu'on voit beaucoup, là. mhm. D'accord, merci. Il y a une question qui vient d'arriver là. On va voir. Au niveau canadien, où se situe la Saskatchewan au niveau de la lutte contre le gaspillage alimentaire, connaissant qu'elle est le grenier du Canada? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. En fait, je n'ai pas vraiment de données pour les provinces. J'imagine qu'on veut comparer la Saskatchewan avec d'autres provinces. Euh, Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Vous savez, ou pas, c'est qu'on ne mesure pas souvent le gaspillage. Mhm, Donc, une fois de temps en temps, on va chiffrer le gaspillage. Et le groupe de Martin Gouche l'a fait à plusieurs reprises, mais on ne le fait pas de façon sporadique, on ne le fait pas de façon régulière. mhm, Donc, mais c'est une bonne chose. En comparant la Saskatchewan avec d'autres provinces, on pourrait justement créer un genre de palmarès qui fait en sorte qui gaspille plus, qui gaspille moins. Euh, Dans le cas de la Saskatchewan, c'est sûr que c'est le grenier du monde. ouais, Est-ce qu'on mesure le gaspillage à la ferme, en transformation mhm, et au détail et mhm, même en consommation? On pourrait faire ouais. peu importe Mais si la production est. ouais, ce que je peux vous dire que au centre alimentaire ici à Saskatchewan, nous sommes très impliqués dans le recyclage et la revalorisation des produits de l'agroalimentaire, que ce soit transformation ou euh, l'après-récolte. Donc, on a des programmes ou des idées, des concepts, surtout en se servant de la fermentation, par exemple. Donc, on y songe dans cette direction-là et ça va venir bientôt parce que il y a l'intérêt là-dessus. Comme les drèches que vous en avez parlé, on peut le faire avec même les drèches qui viennent des distilleries aussi. Et donc, on est en train d'avoir des projets et de connecter avec d'autres du secteur industrie pour voir comment on peut pousser cet effort à grande échelle. Ouais. Intéressant. Non, c'est absolument. Plus qu'on mesure, plus on conscientise, là. C'est pas compliqué, là. Si on mesure pas, c'est out of sight, out of mind, comme on dit Mhm. en bon français, là. Ouais. C'est sûr que plus qu'on met des chiffres par rapport à un problème,
mieux que c'est plus que c'est facile à mobiliser les gens envers ce problème-là. Là. Oui, oui. Non, c'est vrai. Je, je, je pense qu'il y a plutôt une conscientisation où il y a cette, de la part du consommateur et du public en général, ils sont très conscients qu'il faut cesser le gaspillage, qu'il faut un environnement durable. Mais le problème, c'est que comment y arriver? Je pense que Ouais, c'est ça le problème. ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, mais il faut qu'ils retirent des bénéfices aussi. Mais j'ai Ah l'impression ouais, qu'avec l'inflation alimentaire, on commence à le faire justement avec les applications de téléphone. Là, on commence justement à ouais. comprendre exactement comment on peut interpeller le consommateur Mhm. par rapport au gaspillage et comment que le consommateur peut en bénéficier aussi en même temps. Ouais. Mais le problème avec ces applis, je sais que c'est un niveau plutôt pas très avancé parce que c'est disponible surtout dans les métropoles en ce moment, je pense, pas à travers le Canada, n'est-ce pas? Ben, c'est ça, il faut vivre dans une grande ville, ça c'est Ouais, sûr. Oui, ouais, ouais, effectivement. ouais. Mais j'ai l'impression que à Saskatoon ou à Regina, par exemple, j'ai l'impression qu'on a accès à ces applications-là, mais peut-être pas à Moose Jaw ou Oh, exactement, ouais. c'est ça, ou Mhm, à Meadow Lake. mhm, C'est peut-être plus problématique, effectivement. ouais, ouais, ouais. Et l'autre chose que vous en avez parlé, donc, c'est que le coût doit être plus abordable aussi. On peut parler de valeur ajoutée. Et il y a, vous avez mentionné toutes ces entreprises qui sont en train de recycler, revaloriser, mais le coût, ça doit être abordable pour le consommateur, ou sinon, ils vont pas faire d'effort à l'acheter, n'est-ce pas? Et parce que la façon dont je prends, c'est que ces entreprises sont là dans un but lucratif. Ouais. Donc, c'est ça que moi, parfois, j'ai remarqué que oui, oui, ce sont des produits à valeur ajoutée, mais le coût est aussi élevé que ça vraiment n'encourage pas les gens à l'acheter, à consommer. Ouais, c'est Est-ce ça. que... Mais dès le début, c'est ça. Dès le début, le volume n'est pas là. C'est pour ça qu'éventuellement, ces produits-là, vous avez tout à fait raison, pour survivre vraiment, le prix doit être intéressant, sinon ça ne fonctionne pas, là, effectivement. Mhm. Oui. Et l'autre chose que moi, c'est une réflexion personnelle que je pense que, d'accord, on peut faire des produits de valeur ajoutée ou recyclés, mais il y a une technologie qui est toujours là, surtout je pense aux aliments lyophilisés, par exemple. Les astronautes en consomment, mais c'est vrai que le goût, le saveur n'est pas vraiment quelque chose qu'on est habitué. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de repenser cette stratégie de voir si on peut se servir des Ça- technologies qui existaient auparavant? changer les goûts. Voilà, je sais que le goût, c'est quelque chose de très Ah ouais, c'est culturel, sûr, c'est sûr. ouais. Mais, Euh, mais les astronautes, quoique qu'ils sont vraiment minimes dans cette population qu'on a, qui ouais, c'est sont ça. habitués. Mais il ne faut Donc, pas oublier, quand on est dans l'espace, on n'a pas beaucoup de choix, hein? exactement. Ouais, on est très gâtés sur Terre. Oui, c'est ça, absolument. Donc, c'est pour ça que tu sais, c'est sûr que il y a quand même, si on commercialise un produit et ça ne goûte pas très bon, Mhm. faut que ça goûte bon, que ce soit à un bon prix. Tu Ah sais. oui, je suis d'accord, Ça, oui. c'est une règle qui changera pas, là. Ouais. Mhm. Et vous avez aussi parlé de ceci, de salubrité, d'empoisonnement en consommant des produits recyclés. Mais quelle est la solution pour les consommateurs de les encourager à dire que c'est... Non, non, quel système établir pour prévenir à cette notion que les
fruits et légumes qui sont un peu, comme on dirait, imparfaits, mais toujours très bons à consommer. Comment Ouais. éviter cette fausse idée? Euh, ben, en fait, c'est pas facile à changer, là, parce que tu sais, les gens, quand ils vont à l'épicerie, ils vont en avoir pour leur argent. Mhm, Eux, ils pensent qu'une belle tomate, c'est une belle tomate, il faut que ce soit une belle tomate. Et puis, en fait, ce qu'on s'aperçoit dans la littérature, c'est que si quelqu'un voit une tomate qui est pas belle, le consommateur va pratiquement automatiquement penser que la salubrité de cette tomate-là mhm, est compromise, ouais, ce qui n'est pas nécessairement le cas, là. Fait que c'est pour ça que c'est pas facile à renverser tout ça, là. Mais ouais, à ouais. mon avis, c'est ce qu'il faut qu'il change, c'est le contexte de la transaction. Donc, si, comme je l'expliquais tantôt, à 5 heures, si vous Ouais. avez. Parce que là, actuellement, là, les détaillants, eux, vont remplir les tablettes le plus possible. Ouais. Vont remplir les tablettes Mhm. et malheureusement, on va juste passer à l'esthétique. Mais si on change les règles du marché, ça va être différent. Ouais, ouais, je suis d'accord. Surtout au niveau de la salubrité, oui, vous avez mentionné que cette culture de salubrité, ça c'est vraiment très élevé au Canada. Mais Ouais. quel rôle qu'est-ce que Santé Canada peut jouer? Est-ce qu'ils peuvent assouplir un peu les règles au niveau de l'éducation? Ou est-ce que c'est possible ou peut-être qu'ils vont pas Ben, prendre... je pense, comme je le mentionnais plus tôt, puis je ne peux pas en parler encore, là. Moi, j'ai OK. l'impression que Santé Canada peut jouer un rôle assez actif, Mhm, proactif, pour ce qui est des dates meilleures avant, mhm, effectivement. mhm, Ouais. mhm. D'accord, d'accord, ouais. Et l'autre chose que j'ai remarqué qu'on parle très souvent du compostage. Mais ce qu'on oublie, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est que le compostage aussi contribue au gaz à effet de serre, Ouais. n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est quelque chose que, au lieu de composter, si tout le monde commence à composter, ça ne réduit rien en gaz d'effet de serre. Ça va augmenter en fait. Pour les méthanes, ouais, c'est sûr que Oui, c'est un compromis qu'on fait, là, malheureusement. oui, ouais, je Mais, sais ça. Mais si tout mais, le monde commence à composter, ce sera pire qu'avant. ouais, mais Trendy, en fait, Trendy, c'est une compagnie à Ah Vancouver. oui, je suis au courant, oui. C'est ça, Et il il y a faut, beaucoup. oui. Ouais. Non, Donc, il faut beaucoup de recyclage en fait, oui. c'est ça, exactement. Donc, Ouais. à tout niveau de la chaîne. C'est Mhm. sûr que le compostage, à mon avis, c'est le minimum. On Ouais, peut faire mieux, je suis ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais c'est sûr que, encore une fois, parce que le compostage peut nous amener un bénéfice, on peut utiliser le compostage pour faire d'autres choses. Donc, Non, oui, oui, pour tout l'agriculture, est par mieux exemple, que le oui, dépotoir. ouais. Ah ouais, ouais, ça Ouais, je suis d'accord, oui. ouais, Non, non, surtout parce que pour moi, au niveau municipal, on est en train d'encourager le compostage. ouais, Donc, ça ne va pas vraiment réduire les gaz à effet de serre. C'est ce que moi, je pense, en fait. ouais, non, Ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et l'autre chose qui m'a un peu attiré l'attention, c'est que quand on parlait de la shelflation, on parle la chaîne d'approvisionnement. Quelles sont les solutions pour réduire comment dire, cette débâcle au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Parce qu'on en a parlé durant le Covid, l'après-Covid, mais c'était toujours présent auparavant, n'est-ce pas? oui, effectivement. C'est sûr. Écoutez, la chaîne d'approvisionnement est un aspect qui est mal compris, hein, qui est mal compris. En espérant qu'un jour, les gens s'intéressent plus aux chaînes d'approvisionnement, mais je ne suis pas certain que c'est demain matin, la veille. Mais plus qu'on parle de gaspillage, plus qu'on comprend le phénomène, Mhm. plus qu'on rend la chaîne transparente finalement, et ce concept-là va être mieux compris Ouais, qu'elle l'est aujourd'hui, là. Ouais. ouais. Oui, je sais, vous avez parlé d'intelligence artificielle qui peut Ouais. gérer
beaucoup de gaspillage et surtout parce que moi, j'avais lu quelques années de cela, une étude qui avait essayé d'utiliser l'intelligence artificielle en fait pour essayer de faire des économies sur la chaîne d'approvisionnement en se servant des routes plus sûres, plus d'une courte durée pour acheminer les produits. Et c'était en Italie, en fait, cette étude-là. Donc, ça, Oui, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à travers le monde, en fait, surtout au Canada. ouais, non, effectivement, absolument. Ouais. Oui, Ouais. tout à fait d'accord. Mhm. Donc, je vois si, non, pas d'autres questions. Donc, moi, j'en ai quelques-unes de plus. Vous avez parlé aussi d'image de marque, surtout quand il s'agit de recyclage. Vous avez parlé de rebond. Donc, c'est un peu l'image de marque me dit que c'est quelque chose qui n'était pas bon, maintenant c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'image de marque doit plutôt valoriser la valeur nutritive du produit au lieu de dire que ça vient de produits recyclés? Ben, vous avez raison. Le- les marques, à mon avis, est-ce qu'on peut vendre le gaspillage? Est-ce qu'on peut vendre le upcycling? Je ne suis pas Mhm. certain qu'on doit le faire. C'est pour ça que les gens vont rechercher ce genre d'affaires-là, mais je ne suis pas certain que c'est une bonne chose de concentrer une marque autour de ces concepts-là. Oui, Et de oui, vendre les valeurs nutritives, les bénéfices du produit, comme vous venez de le mentionner. Je pense que oui. les gens sont vraiment intéressés à investir là-dedans. Et si à côté, ces ingrédients-là sont recyclés, ben, tant mieux, là. Ah ouais, ouais. Ouais, Parce que pour moi, ça vient au niveau de mon expertise, c'est la fermentation. Donc, ce que moi, je dis aux gens, aux clients, ou même ceux qui veulent des conseils, je dis que la fermentation, c'est une valeur ajoutée parce que ça aide à valoriser le produit en mettant des produits, des vitamines ou ouais, des euh, peptides bioactifs, des valeurs nutritives. Même les protéines émanant des champignons contribuent à la valeur nutritive du produit fermenté. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire aux consommateurs. C'est de la valeur ajoutée, c'est pas recyclé. c'est ça. Non, exact, effectivement. Ouais, Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment positionner le bénéfice de la bonne façon pour le consommateur et non pas juste dire, ben, vous pouvez sauver la planète. Les gens sont intéressés à sauver la planète, mais sont surtout ouais, intéressés à acheter de bons produits, ouais. Et à coût moins cher que d'autres, quoi. bien sûr. Ouais. Et puis, on a aussi parlé d'emballage plastique. Et comment est-ce que ça peut prévoir, c'était une façon préventive de ne pas faire de gaspillage d'aliments. Donc, quitte du film comestible ou biodégradable, Ouais. parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des recherches que j'en ai fait moi-même. Euh, je sais que c'est un peu toujours au début la recherche là-dessus, mais il y a surtout en Europe, il y a des recherches pour des produits ou des films en plastique comestibles. Donc, ça va aider à garder les produits frais et puis aussi, euh, ça va ne va pas laisser les produits aux déchets, en fait. C'est ce que je pense, la future technologie pour préserver les produits alimentaires. Mhm. Non, effectivement. En développement de nouvelles technologies, c'est sûr qu'éventuellement, on va réduire le gaspillage alimentaire. Euh, Notre dépendance pour le plastique, c'est un problème. Il faut le régler, mais en même temps, il faut aussi comprendre les conséquences. Mhm, Donc, forcément, il faut développer de nouvelles technologies comme ça, effectivement, mhm, pour justement s'assurer que la qualité et l'innocuité de nos aliments ne changent pas au détail. ouais.
Au niveau des entreprises, est-ce que vous pensez que les entreprises dans le secteur agroalimentaire, est-ce qu'ils font assez pour contrecarrer ce gaspillage alimentaire? Ben, ils font ce qu'ils. Moi, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent faire en rapport à leur option que eux pensent qu'ils sont viables. Mhm. Ouais. Mais le marché est en évolution, là. Comme par exemple, le marché du sauvetage alimentaire est à son tout début, là. Mais Ouais. plus qu'on va parler de ça, plus que le marché va évoluer et les entreprises vont percevoir ces Mhm. opportunités-là comme étant une avenue potentielle. Moi, je Ouais, pense, ouais. moi, je pense que les entreprises font ce qu'ils peuvent, là, actuellement. Mhm. Oui, en même temps, il faut qu'ils songent à leur profit aussi, parce que c'est comme on dit, le bottom line pour eux, c'est donc, il faut garder ça en tête aussi. Ah, mais tiens, Exact. il y a- Absolument. il y a une question qui vient d'arriver. Merci de votre présentation. Quels sont les problèmes auxquels l'implantation de l'écosol est confrontée? Donc, je Euh, pense que l'écosol qui est au niveau du Canada, quels sont les problèmes auxquels nous aurons à faire face, je suppose? ouais, en fait, euh, ben, en fait, écoutez, c'est les investissements, c'est la conscientisation, c'est vraiment un paquet de choses, là. C'est d'en parler dans des webinaires comme ça. Mhm, mhm, Tu sais, il y a 10 ans, les gens ne voulaient pas en parler. Là, les gens veulent mhm, en parler pour toutes mhm, sortes de raisons, et c'est tant mieux. mhm. Donc, moi, je suis comme, je pense qu'on est rendu là, là. Ouais. OK. Bon, c'est plutôt les barrières pour sa mise en place. C'est ce que la personne Ouais. voulait. Yeah. Donc, il y a un processus à prendre, je suppose, avant qu'on implante cette technologie ici, n'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Donc, Mhm, c'est pour ça que ça va prendre quand même du temps, là, parce qu'il faut quand même une traçabilité qui fonctionne bien aussi pour supporter ce genre de technologie-là mhm, aussi. mhm. Donc, on est arrivé presque à la fin. Bon, d'accord. Merci Sylvain. Puis, c'était très intéressant et c'est toujours un plaisir de parler avec vous, surtout avec les questions-réponses ou discussions, comme je préfère le dire. Ben oui. Et oui, donc, merci encore pour notre prochain webinaire qui est programmé pour novembre. Veuillez attendre les communications qui vont venir du centre alimentaire de la Saskatchewan. Et puis, merci encore Sylvain, merci à tout le monde qui était à l'écoute et on va vous voir bientôt. Merci. Au revoir. Merci encore, bye bye.